Atara s'attendait à une histoire plus simple, à la trahison d'une femme et non du destin. Le destin ne peut trahir puisqu'il ne promet jamais rien. Mais qu'est-ce qui avait poussé son père à renoncer à sa première épouse puis à elle, sa première fille? Pourquoi lui avoir donné ce prénom s'il voulait l'oublier? Ou, à contrario, pourquoi s'être conduit ainsi avec elle s'il voulait se souvenir? À moins qu'il n'y ait jamais eu de rapport entre son prénom et leur terrible relation filiale, mais dans ce cas, pourquoi cette histoire lui a-t-elle été racontée d'une voix brisée de compassion? Elle entend Alex se retourner et soupirer, répéter plusieurs fois la même syllabe. Oh, à moins que ce soit beau, peut-être songe-t-il à Eden, peut-être a-t-il oublié qu'elle était là. Elle se souvient qu'Abigail, petite, se réveillait souvent au milieu de la nuit et ne savait plus si elle était chez maman ou chez papa. Tu ne dors pas, Sander murmure-t-elle, tant elle a envie de partager avec lui ce qu'elle vient d'apprendre, même si, bien souvent, il la déçoit par un manque d'attention évident, trop égocentré, comme attiré par un aimant intérieur surpuissant. Sauf quand ils arrivaient vraiment à être proches. Alors, il s'intéressait, écoutait, conseillait, toujours positif, toujours prêt à la défendre. Espéré et inattendu, ces moments l'emplissaient lorsqu'il survenait d'un bonheur incrédule, de même que l'emplissaient d'une déconvenue incrédule les revirements qui ne tardaient jamais et les prenaient de court tous les deux, chacun en rejetant la faute sur l'autre. Oui, ils vivaient sur une grande roue dont les étapes leur étaient familières, même s'ils les oubliaient à chaque fois, une grande roue parfois enthousiasmante, souvent épuisante, mais ce qui était sûr, c'est qu'à l'étape d'aujourd'hui, ils ne se sont pas encore arrêtés. Jamais ils n'ont été confrontés à une grave maladie, et chacun se débrouillait à sa manière avec les petits bobos. Elle avalait un ou deux cachets, s'efforçait de continuer normalement. Quant à Alex, il était très inquiet pour sa petite santé, reproduisant par là l'attitude de ses parents qui avaient veillé sur lui comme sur la prunelle de leurs yeux, surtout sa mère, dont les deux premiers enfants avaient été assassinés en bas âge pendant la guerre. Il attendait 2 jours consécutifs sans fièvre avant de se relever au cas où, n'hésitait pas à annuler des cours dès qu'il se sentait patraque et par peur de s'enrhumer sortait avec un manteau et un bonnet en hiver même pour aller jeter la poubelle. Elle se souvient, soudain assaillie par la colère, que des années plus tôt, Eden était petit, elle l'avait emmené faire une balade à vélo dans le quartier quand, au détour d'une rue tranquille, un clochard plus très jeune, d'allure scandinave avec de longs cheveux filandreux, lui avait soudain barré la route, avait ouvert sa braguette et sorti son sexe. Elle avait lâché un cri d'effroi, l'homme, moqueur, l'avait imité en riant, ce qui l'avait davantage blessé que l'acte lui-même. Elle avait attrapé le vélo d'Eden et s'était mise à courir en même temps qu'elle téléphonait à Alex pour qu'il vienne à sa rescousse, mais son mari lui avait répondu sans le moindre scrupule, presque dans un reproche. Comment veux-tu que je sorte maintenant? Je viens de me doucher, j'ai les cheveux mouillés. Oh, comme elle s'était languie de Doron, tandis qu'elle courait, poussait le vélo dans la montée abrupte, essayait de rassurer son fils sans oser regarder en arrière jusqu'à ce qu'il soit rentré. Par chance, l'exhibitionniste ne les avait pas suivis, préférant sans doute chercher une autre victime. C'était là son plaisir malsain, provoquer chaque fois une expression de dégoût et le cri horrifié qui allait avec. En l'occurrence, elle pouvait se vanter de lui avoir donné totale satisfaction. Pendant plusieurs jours, elle avait beaucoup repensé à l'instant où, de simple passant, il s'était mué en pervers, l'instant où il s'était révélé, et par là, les avait aussi révélés, elle et Alex. Finalement, ces déceptions avaient eu sur elle un effet positif, concluait-elle souvent, car celui que l'on protège s'affaiblit, alors que celui que l'on néglige se renforce, et effectivement elle était devenue de plus en plus forte avec les années. Elle se disait même que les qualités morales d'un partenaire étaient moins importantes que celles que l'on développait soi-même, que la personne qu'elle était devenue aux côtés d'Alex valait beaucoup mieux que celle qu'elle avait été aux côtés de Doron, un état de fait qui tantôt la réjouissait, tantôt la laissait indifférente. Alors pourquoi son ancienne colère remonte-t-elle maintenant qu'il est allongé, impuissant, sur le canapé? Ils avaient été tous les deux en danger, elle et Eden. Et monsieur craignait de s'enrhumer. En plus, quand elle était rentrée à la maison, il ne s'était pas gêné pour la tourner en ridicule. Pas de quoi en faire un plat, ce n'est pas la première fois que tu vois une queue, et j'espère pas la dernière non plus, avait-il ironisé avant d'aller se couper une tomate dans la cuisine, le front caché par ses cheveux raides et encore humides. Il avait toujours bonne conscience, se débrouillait toujours pour éviter les corvées, disparaissait ou s'endormait quand on avait besoin de lui, et, si elle se fâchait à juste titre, il se vexait à tort et s'énervait au lieu de s'excuser. À sa grande surprise, elle avait rapidement constaté qu'être très à l'écoute de soi-même n'impliquait pas obligatoirement de l'être avec autrui, et que cette franchise qui l'avait tant séduite chez lui pouvait se révéler détestable. Mais chaque fois qu'elle lui en faisait la remarque, il rétorquait: J'assume, je suis quelqu'un d'authentique, pas comme toi. Moi, je ne fais pas semblant,
et je n'essaie pas de plaire à tout le monde. Les gens savent exactement ce que je pense. Les premières années, elle lui reprochait souvent cette attitude. Le ton montait alors très facilement. Garde ton authenticité pour les adultes qui peuvent la supporter. Avec les enfants, il faut faire preuve d'un minimum de sensibilité. Abigail n'est pas censée savoir que tu ne t'intéresses pas à elle. Force-toi un peu et montre-toi plus sympa. Là était leur pierre d'achoppement. En fait, leurs deux pierres d'achoppement, leurs deux enfants, deux plaies béantes sur le corps de leur amour. Que de promesses ne lui avait-il pas faites à l'époque où il la pressait de quitter Doron pour transformer leur aventure secrète en une vie de famille assumée. Elle ne cessait de répéter avec insistance « Et ma fille, est-ce que tu aimeras ma fille ?» Il s'insurgeait avec une totale sincérité. « Quelle question! Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Je t'aime tant, Atara. Ta fille fait partie de toi. » Si ce n'est que cet argument logique à ses oreilles amoureuses avait pris un tour odieux et inattendu. Dès qu'il lui en voulait, à elle, il incluait sa fille dans le lot, alors qu'il l'excluait bien sûr de leurs moments d'intimité, cela n'étant réservé qu'à eux deux, et inutile d'avoir à supporter quelques reliquats qui risquaient de le priver de 100% de l'attention d'Atara. Avec un total naturel, il s'était dédouané de son quotidien de mère et rentrait tard de l'université les jours où Abigail était là. Quant au fils d'Alex, manipulé par l'épouse délaissée, il ne venait chez eux que rarement, et quand c'était le cas, se montrait aussi désagréable avec elle qu'avec son père. Rapidement, elle s'était surprise à se languir de la chaleur de la petite famille tranquille qu'elle avait détruite, une mère, un père et une enfant. Ses regrets étaient si pesants qu'elle avait passé des nuits entières couchée sur le canapé du salon, comme maintenant dans l'appartement où avait débuté leur vie commune, à imaginer celle d'avant continuer. Abigail, grandir avec ses deux parents sous le même toit et non pas obligée de passer sans cesse de chez maman à chez papa, avec serré dans les bras un immense sac en plastique rempli de Barbie dont les membres nus dépassaient. Abigail, à qui elle imposait de s'habituer à un frère par alliance hostile et méfiant et à un quotidien tendu. Oui, elle les imaginait tous les trois assis autour du dîner, Doron qui demandait comment s'était passée sa journée, et elle qui la lui racontait. Ainsi, sa vie d'avant s'était poursuivie en parallèle, chaque journée avait son double, mais cela la torturait tant que parfois elle portait la main à ses cheveux, les tirait, et seule cette douleur familière réussissait à atténuer un peu ses tourments. Pourtant, elle s'était accrochée à Alex, refusant d'admettre son échec, parce que la pensée que cet homme pût ne pas être à elle, qu'il pût se promener tranquillement après avoir détruit son monde, la mettait hors d'elle. Il avait commis un crime et devait le payer. Elle l'accusait de l'avoir trompé sur la marchandise et d'avoir tout gâché, mais elle ne renonçait ni à lui ni à ses tentatives de le réparer et de retrouver le prince charmant qu'il avait été et qui n'était pas que pure illusion, la preuve, elle le retrouvait effectivement parfois, et cela la rassurait pour la suite. Car il revenait de temps en temps, son prince charmant, mais jamais il n'avait réussi à être le couple qu'ils s'étaient imaginé, à vivre l'union dont ils avaient rêvé, cet amour qui leur donnait le droit de faire autant de mal à leurs enfants. Existait-il d'ailleurs sur Terre un tel amour? De toute façon, même s'il existait, ce n'était pas leur lot. Dès qu'ils avaient emménagé ensemble, ils s'étaient tellement déçus l'un l'autre, déçus jusqu'au plus profond de leur être, qu'ils ne cessaient de battre leur coulpe d'avoir imposé cela à leurs enfants. En s'accusant mutuellement de toute cette souffrance, ils s'empêchaient de se donner ce dont ils auraient eu besoin. Parfois, quelque étincelle de colère retombait sur la tête des petits, sur celle d'Abigail, si douce et innocente, qui n'était pas habituée à voir ses parents se disputer et qui, sans doute, ne comprenait pas comment sa mère avait pu troquer une paisible vie de famille contre une relation si explosive et instable. Les premières années, cette question lui voilait les yeux, de profonds yeux noisettes qui devenaient de plus en plus froids, quand, après une dispute, Atara faisait semblant d'être joyeuse, lui lisait distraitement une histoire et répétait 2 fois le même paragraphe d'une voix atone. Elle se relève du canapé, irritée. C'est tellement peu confortable qu'elle n'a aucune chance de trouver le sommeil. Quant à Alex, il dort et n'a par conséquent pas besoin d'elle. Il a l'air calme, un rien arrogant avec ses lèvres baissées dans une moue boudeuse. Tu t'inquiètes pour rien. Demain, il sera sur pied. Toi, en revanche, tu seras complètement épuisé et tu auras du mal à assurer tout le travail qui s'est accumulé. Inutile que tu restes là, à côté de lui, comme s'il était un petit bébé malade et totalement perdu sans toi. Tu as aussi le droit de penser à toi. Ne l'a-t-il pas lui-même fait toutes ces années, et avec le plus grand naturel? À tâtons, elle se dirige vers la cuisine, boit goulûment un verre d'eau, mange la pita qui a sauté du grille-pain depuis un bon moment, et, le ventre plein de ses ruminations furieuses, elle monte péniblement l'escalier vers leur chambre à coucher, les pieds entravés par la couverture. Dommage qu'elle se soit tellement précipitée pour rentrer. De toute façon, il dort tout le temps, et ne se serait pas rendu compte de son absence. Sa visite chez Rachel a été si courte, et le trajet si long qu'elle a encore l'impression de rouler.
Les éclairs de phare continuaient à la déranger sous ses paupières closes. Quelle journée incohérente! Puisque tu avais décidé de ne pas faire demi-tour, tu aurais dû rester. Puisque tu avais posé des questions, tu aurais dû écouter. Parce que tu n'as rien éclairci, songe-t-elle, anxieuse, tout en se tournant et se retournant sur son lit déserté. Minuit passé, le sommeil s'éloigne de plus en plus et au lieu de prendre forme, tout s'éparpille. Lui reviennent en mémoire les paroles fredonnées par la vieille dame d'une voix empreinte de ce chagrin des commémorations. Et lorsque sur le pays fatigué minuit sonnera, la belle se lèvera et sa tombe quittera. Jamais elle ne l'a entendue cette chanson. Alors elle tend la main vers son portable qu'elle a mis à charger sur sa table de chevet, tape les mots et aussitôt elle l'entend. Musique obscure et pompeuse, paroles qui évoquent la Rachel biblique. Maintenant elle comprend que le sujet est cette mère mythique qui sort de sa tombe et se dirige vers le Jourdain pour pleurer ses fils. Dans un brouillard somnolent, elle voit la Rachel de papa sortir de chez elle en pleine nuit, vêtue de sa robe de camouflage et marcher entre les collines, les yeux fermés telle une somnambule. À chaque pas, elle se déleste de ses années, ses rides s'effacent, ses cheveux noircissent, ses pieds s'allègent et elle commence à courir. Qui fuit-elle? Qui poursuit-elle? Essaie-t-elle de venir la surprendre dans son sommeil? Car voilà qu'elle l'a rattrapée et lui tire les cheveux en hurlant, comme le faisait son père. Maudite sois-tu, maudit soit ton souvenir.